Je me souviens très bien du jour où j'ai reçu mon premier smartphone. Une bouffée de bonheur m'envahissait. J'allais enfin entrer dans la communauté des gens qui font plein de choses indispensables du bout des doigts. Communiquer, créer, partager. Et j'allais même penser différemment, comme tout le monde. Mais voilà, petit à petit, je me suis rendu compte que je m'étais laissé envahir et maintenant, je n'arrive carrément plus à m'en débarrasser. Du matin jusqu'au soir, il me suit comme si j'avais un fil à la patte. Je pensais crânement pouvoir le tenir en laisse, mais finalement, il faut bien reconnaître que c'est lui qui me tient. J'en arrive à me demander si je suis encore saine d'esprit. Voilà, le matin, c'est lui qui me réveille. Je peux pas m'empêcher de le consulter entre mon lit et les toilettes. J'ai consulté mes mails. Le soir, je m'endors avec lui. Et il y a un moment où je me dis, est-ce que tout ça est bien normal? D'accord. Voilà. Et sinon, la vie, ça va? Ça va. À part ça, ça va très bien. Les écrans sont partout. Ils ont investi l'espace avec une telle rapidité que j'ai l'impression qu'ils m'envahissent aussi. Télévision, smartphone, ordinateur, tablette, panneaux publicitaires, distributeurs automatiques. Ils sont présents dans toutes nos activités, à tous les âges de la vie. Les écrans sont tellement fascinants. Ils nous font tellement oublier les difficultés de la vie. Parce que quand même, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, les écrans sont utilisés par beaucoup de gens pour penser à autre chose. Aujourd'hui, on peut aussi se connecter pour se déconnecter, se faire plaisir. Se connecter active dans mon cerveau le circuit de la récompense, libère la dopamine, la molécule du bonheur. En fait, les écrans, c'est un peu comme les bonbons, la cigarette, l'alcool, le chocolat. Ça fait grossir, c'est la boulimie connectée. Face à l'omniprésence des écrans dans nos vies, les Français se montrent inquiets de la place qu'ils prennent dans leurs relations. 60% se sentent dépendants d'eux et le smartphone est devenu une sorte de doudou idéal pour ceux qui ont peur du noir. Tu dors avec ton téléphone, tu le mets où? C'est pas vrai. Pourquoi tu dors avec? Je sais pas, j'ai jamais pensé à le mettre loin ou quoi que ce soit. Et puis voilà, quand je m'endors et que je suis en train de parler avec quelqu'un, je réponds au texto et je m'endors entre nos textos. Ces outils servent à tout, d'accord, mais serait-il la solution à tous les problèmes? En matière d'éducation, aujourd'hui même notre bonne vieille école est digitalement transformée. Nous devrions réussir à ce que tous les enfants apprennent à lire avec leur téléphone portable. Il n'y a pas de raison. L'enseignant du futur, il est là. Ces objets technologiques contiennent tant de promesses de liberté, d'instantanéité, de compagnie permanente, mais ne nous veulent-ils que du bien? Évidemment, vous allez voir que ça va finir jusque sous les draps. À la fin des fins, votre vie sexuelle, votre vie amoureuse, votre vie érotique, elle est affectée par ces affaires. Ce sont des outils de neuroexcitation permanente. Et donc, si vous voulez dormir, être un peu tranquille, être disponible pour les autres, il faut pouvoir calmer cette excitation. Ça, c'est être branché en permanence, on pourrait dire être branché cérébralement en permanence, avec tout le monde, avec la Terre entière. Si vous voulez vous retrouver un peu, il faut pouvoir en effet débrancher. Débrancher? Pas si simple. Ainsi, nous serions donc tous devenus plus ou moins accros aux écrans. En langage scientifique, on dit cyberdépendants. Impossible de couper ce cordon virtuel qui nous relie jour et nuit au fabuleux monde numérique, à tel point que certains en ont fait une overdose. C'est le cas de Thierry Crouzet, blogueur invétéré, qui en a tant consommé qu'il a fait un burn-out numérique qui l'a conduit aux urgences. Et là, devinez ce qu'il a fait. Je suis arrivé aux urgences et j'ai pris mon téléphone pour me balader sur le net, aller sur mon blog, etc. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je maîtrisais plus le geste. C'est-à-dire que j'étais en train de mourir et la première chose que j'ai faite, c'est de prendre mon téléphone pour aller sur le net. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui tourne plus rond. Et donc j'ai pris conscience que j'avais un rapport au numérique qui était en train de devenir très bizarre. Est-ce que ça a été difficile pour vous d'arrêter? Mais paradoxalement, non, ça a été facile. Plus le temps s'éloigne de cette période de 6 mois d'arrêt, plus je me dis que ça a été mes périodes heureuses. Qu'est-ce qui vous a rendu le plus heureux pendant cette période? Je fais la cuisine. C'est pour ça que c'est le premier jour, alors entre mes moments de sieste, je suis très fatigué, je décide de faire un gratin dauphinois. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je prépare mon gratin dauphinois, je le mets dans le four et je le regarde cuire. Ben oui. J'ai le droit de cuire parce que... Combien de temps? Et ma femme me dit, mais t'as remplacé l'écran pour le four. Ben, c'était 1h30, je suis resté pratique. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais là?
Ben, je regarde mais il risque rien, tu peux aller faire le truc, tu peux revenir dans une demi-heure. Non, je regardais, elle me dit... Comme les enfants. Voilà, t'as remplacé le four par l'écran. Oh non, c'est le contraire, l'écran par le four. Ouais. Ça va plus du tout. Voilà, ouais. Alors comment a réagi tout votre entourage, votre femme, vos enfants? Tout le monde a été super content parce qu'ils se sont dit t'es là de nouveau, t'es disponible. Ça fait du bien. Et ça c'est la leçon, c'est t'es disponible. Ce qui est bien, c'est que depuis, personne m'a dit que j'étais reparti. Donc je suis resté disponible. Ça c'est important, vous avez gagné quelque chose d'important. Parce que j'ai coupé dans ma vie un gros truc, c'est les réseaux sociaux. Tout le problème c'est les réseaux sociaux. Ah bon? À mon avis, le seul problème, ce sont les réseaux sociaux tels qu'ils sont conçus aujourd'hui. C'est parce que le principe, c'est que tu publies quelque chose, hein, oui. Et quand quelqu'un réagit, like, oui. ou met un commentaire, ouais. Ça te fait plaisir, parce que tu fais réagir les gens. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils réagissent? Ils te prouvent que tu existes. Ah et ouais, plus tu le fais, plus tu existes, en fait, parce qu'ils te prouvent, les gens, tous. Et donc, tu en veux de plus en plus. Donc, tu augmentes la dose au fur et à mesure. D'accord. Et les gens sont addicts. Je pense que tout le monde qui commence les réseaux sociaux augmente la dose, parce que ça fait plaisir. La place qu'occupent les écrans auprès des plus jeunes est aujourd'hui tellement grande que des campagnes d'information sont lancées au sein des écoles. J'ai rendez-vous avec le psychiatre Serge Tisseron dans une école primaire du Mans pour apprendre comment faire pour vivre avec un objet aussi fascinant sans qu'il nous phagocyte. Parmi vous, par exemple, qui regarde la télévision tous les jours? Beaucoup, beaucoup, hein. Et quels sont ceux parmi vous qui ont la télévision dans leur chambre? D'accord. Et quels sont ceux parmi vous qui jouent à des jeux vidéo? Wow. Alors là, hein, pratiquement tous. D'accord. Je crois que la grande erreur qui a été faite jusqu'à maintenant, c'est de penser les dangers des écrans, de l'Internet, uniquement à travers des situations extrêmes. Les images ultra-violentes sur la télévision ou les images pornographiques sur Internet, voire le séducteur pédophile sur Internet. Ça, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est des situations extrêmes. L'important, c'est le quotidien des écrans. Vous savez, la télévision a été beaucoup assimilée à un flux. C'est-à-dire il y a des images qui défilent en permanence, et c'est vrai, et on a tous l'expérience, même en tant qu'adulte, d'allumer la télévision pour regarder quelque chose qu'on a envie de voir, et puis quand c'est fini, on se dit tiens, je vais regarder un peu ce qui suit, ou on change de chaîne, on reste sur la même, et puis finalement, au bout de 2 heures, s'est installé pour une demi-heure, puis au bout de 2 heures, on y est toujours, on se dit mais il y a des tas de choses que j'ai pas faites, c'est vraiment trop bête. Un enfant, c'est encore pire, il est encore plus captivé par les images qu'il voit défiler, le risque est encore plus grand qu'il oublie de faire des tas d'autres choses. Donc c'est important que les parents soient garants, hein, et ce qu'on appelle l'autorégulation, c'est un grand mot, ça veut dire tout simplement que l'enfant soit capable d'arrêter lorsque ce qu'il a regardé, il l'a vu. Et c'est terminé. On décide de regarder un programme, on décide de regarder une émission, ensuite on arrête. Et pour les parents, ce qui est très utile dans ce but-là, c'est que les parents mettent toujours l'enfant devant l'écran en lui disant pour combien de temps il en a. Vous déconseillez quand même la télévision pour les enfants de moins de 3 ans. C'est-à-dire qu'entre 0 et 3 ans, on ne regarde pas la télé. Si je dis éviter la télé avant 3 ans, c'est pas parce que tout d'un coup je me suis dit il faut l'éviter. C'est parce que beaucoup d'études, notamment menées aux États-Unis, ont montré que les enfants n'ont rien à gagner à regarder la télévision avant 3 ans. La télévision augmente le risque d'obésité chez l'enfant qui grandit. La télévision réduit l'apprentissage du langage parce que l'enfant entend parler, mais la télévision ne s'adresse pas à lui. La télévision, c'est personne. Et puis, il entend parler, mais ça passe tellement vite qu'il ne comprend pas ce qui est dit. Il a même été montré que la télévision, dans la petite enfance, réduit les capacités de concentration, d'attention, même chez des enfants bien au-delà de la petite enfance, chez des enfants qui ont 10 ans. Voilà. Aujourd'hui, les Français sont suréquipés. On compte en moyenne 6,3 écrans par foyer et forcément le temps que l'on passe devant ne cesse d'augmenter. 3h50 juste pour la télé. Quand on ajoute les jeux, Internet et les réseaux sociaux, on arrive facilement à 5 voire 6 heures par jour et tout ça hors travail. Aujourd'hui, ça individualise un peu plus peut-être tous ces écrans. Puisque voilà, on peut avoir le jeu tout seul, le téléphone tout seul, l'ordinateur tout seul, la télé partout dans la maison. Aux États-Unis, la consommation d'écran des adolescents atteint déjà 10h30 par jour. Non seulement les écrans sont chronophages, mais ils deviennent de plus en plus gourmands. La première victime de cette gloutonnerie, c'est la parole. Et ça, c'est un drame pour une bavarde comme moi.
En 15 ans, diminution du temps de discussion dans la famille des 2 tiers. C'est-à-dire que dans une famille du Maryland où 15 ans avant la fin de l'étude, parce qu'ils ont étudié 30 000 familles pendant 15 ans, on discutait 1h30 par semaine dans la famille entre les parents et les enfants. À la fin de l'étude, 15 ans après, on ne discute plus qu'une demi-heure. Avec mon portable, je me réjouissais de passer ma vie pendue au téléphone à papoter. Mais aux déceptions, je suis restée muette. Voilà que je passe mes journées à pianoter, à textoter, bref, à écrire. Écrire étant un bien grand mot. C'est vrai que l'occasion d'écrire à la main se fait de plus en plus rare. Mes enfants apprendront-ils encore à tracer de belles anglaises comme j'ai pu le faire à leur âge? Il paraît que ça ne sert plus à rien. D'accord, mais cela signifie-t-il pour autant que c'est inutile de l'apprendre? Au bout de 40 ans, le premier plan informatique date quand même de 1973, notre bonne vieille école entre enfin dans l'ère numérique. En France, il existe déjà près de 400 tweet classes. Ce sont des classes dans lesquelles les profs utilisent le réseau social Twitter. Mais quand j'ai appris que la moitié de ces classes étaient des maternelles et des primaires, ça m'a laissé un peu perplexe. Alors pour ne pas rester sans comprendre, je suis partie à Dunkerque, à la rencontre de Jean Roch, un tweet prof qui n'a rien de virtuel. Dire qui tweet ce matin. Alors, bonjour, c'est Robin. Robin, tweet du bonjour. Vous allez prendre un ordinateur ou une tablette. Vous vous installez, vous allez vous mettre dans le fond sur les petites tables pour tweeter. Merci. Ah, il y a tout le monde. À moi. J'ai pas vu. C'est chacun son tour. Et ça vous plaît de faire ça ou pas? Oui. Oui? Pourquoi? C'est avec ça qu'on apprend à lire. Ah bon? Jean Roch, ça fait 3 ans que vous utilisez Twitter en classe pour apprendre à lire et à écrire aux enfants et les inciter à lire et à écrire. Voilà, c'est surtout ça. Je suis dans une volonté de les motiver. Tous les ans, j'ai les enfants qui savent vite, qui sont dégourdis, etc. et qui se lassent d'une méthode traditionnelle. Et puis, il y a l'autre côté de la classe, les enfants en difficulté, qui eux, sont facilement en perte de vitesse. Enfin, une fois qu'on est un peu largué, ça devient difficile pour un enfant. Et bien, ceux-là, ils s'accrochent parce qu'ils sont capables de produire un petit écrit. C'est court, hein, Twitter, c'est 140 caractères. Qu'est-ce que tu as écrit? Petit bonheur, c'est de jouer à la DS. À la DS. C'est quoi, c'est une console de jeu? Ça n'engage que moi, mais je pense que l'écriture manuscrite va pas rester très longtemps active, donc je n'insiste pas là-dessus. Pour vous, c'est pas important qu'ils apprennent à écrire à la main? C'est important qu'ils maîtrisent leurs gestes, mais l'écriture manuscrite, que le H monte à 3 interlignes, que le F majuscule soit dans telle forme, non. Non, on l'utilise plus aujourd'hui. C'est pas facile d'écrire, c'est un effort. Mais voilà, moi, ma question, c'est cet effort qu'on va produire au niveau de l'écriture manuscrite, est-ce qu'il sert? Alors oui, il sert la base, effectivement, il y a une base quand même. Savoir tracer des lignes, la motricité de la main, le geste, etc. Voilà. Enfin, il y a une implication du corps qui est quand même beaucoup plus importante que juste d'appuyer sur une touche de clavier. Tout ça, c'est essentiel, mais si moi, ma finalité, c'est de transmettre un message, je tape avec mes orteils, c'est bien aussi, quoi. C'est pas le... Mais dans ce cas-là, la reconnaissance vocale vous suffit largement. Tout à fait. D'accord. Tout paraît donc pour le mieux dans le meilleur des mondes numériques possibles. Pourtant, même si les enfants semblent emballés, l'image de ces petits doigts sur les touches m'a laissé dubitative. Jean Roch n'est pas le seul à penser que la disparition de l'écriture manuscrite est pour demain. Aujourd'hui, déjà 90% des États d'Amérique du Nord ont décidé qu'apprendre l'écriture cursive n'était plus obligatoire. Cet enseignement ne devient qu'une option, exactement comme le latin et le grec chez nous. En revanche, c'est l'apprentissage de l'écriture au clavier qui devient obligatoire. Serait-ce le premier pas vers la disparition de l'écriture manuelle? Quelles peuvent être les conséquences d'une pareille décision? Pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau quand on écrit à la main, je me suis rendue à Marseille, au laboratoire des neurosciences cognitives du CNRS. Jean-Luc Velay s'est penché sur toutes ces questions. On a travaillé avec des enfants à qui on a fait apprendre des lettres à la main, comme on le fait depuis toujours. À d'autres enfants, on a fait apprendre les mêmes lettres au clavier.
On a fait cet apprentissage pendant quelques semaines chez des enfants tout petits, avant même qu'ils aient commencé à apprendre l'écriture de façon formelle. Donc aujourd'hui en France, pour faire ça, il faut aller à l'école maternelle parce qu'on apprend à écrire très tôt. Et ensuite, après ces quelques semaines d'apprentissage, on leur demandait de reconnaître visuellement les lettres qu'ils avaient apprises. Ce qu'on a constaté, c'est que les enfants qui avaient appris les lettres à la main les reconnaissaient mieux que ceux qui les avaient apprises au clavier. Et que cette mémoire des lettres, elle est plus durable quand on sait les écrire à la main que lorsqu'on sait les écrire au clavier. La motricité que l'on met en jeu quand on apprend à écrire, elle a une importance au-delà même des mouvements d'écriture. Elle a peut-être une importance quand on est en situation de lecture. Alors, l'impact de ces changements d'écriture précoce pourrait être très important. Pour visualiser l'activité de mon cerveau quand je suis en train d'écrire, il faut que je prenne place dans cette grosse machine. Une sorte de gros aimant qui fait un bruit d'usine et franchement, je n'emmène pas large. Si quelque chose se passe pas bien, si vous vous sentez mal, elle sera constamment à côté de vous. Mais c'est seulement grâce à cette chose appelée IRM, pour imagerie par résonance magnétique, que les scientifiques pourront voir travailler mes méninges. Aujourd'hui, c'est moi qui fais le cobaye, mais j'avoue n'avoir pas franchement l'âme d'une aventurière de la science. Reculez un petit peu. J'espère que c'est pour la bonne cause, valider l'importance du geste d'écriture. Et le petit truc, je vous donnerai après. C'est une expérience au cours de laquelle on va enregistrer votre activité cérébrale pendant que vous écrivez. D'accord, à la main. À la main, sur cette tablette graphique qui enregistre vos mouvements d'écriture. D'accord. Ça va un peu serré, vous allez être dans le tunnel là. Oh mon Dieu. Voilà. Ça, Complètement ben, jusque... Je vais le faire. Voilà, vous serez comme ça. Pas plus. SR CB 4 9 Je peux enlever? Oui, allez-y. Tout va bien? Ça va. Ce qu'on voit ici en jaune, ce sont des zones motrices du cerveau, évidemment, puisqu'on est en train d'écrire à la main, on a une activation des aires motrices, en particulier à gauche, puisque l'écriture a été faite avec la main droite. En tout cas, ça active beaucoup de choses quand on écrit à la main. Ça active énormément de choses. Il y a beaucoup de parce que zones du cerveau. Exactement, qui parce que c'est une activité motrice, puisqu'on bouge la main. C'est aussi une activité visuelle, parce qu'on regarde ce qui se produit, la trace écrite. Donc c'est vraiment une activité très 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 riche au plan cérébral. Et votre supposition, c'est qu'elle est un petit peu moins riche avec le clavier, en fait. Quand vous entendez D et que vous devez écrire la D à la main, il faut que vous vous souveniez du mouvement qui permet de faire D. Si vous devez écrire D au clavier, il faut vous souvenir du lieu à atteindre sur le clavier. Donc c'est une activité qui est très différente au plan cognitif. Pour connaître ces différences, il faudrait que les chercheurs puissent faire écrire des cobayes au clavier dans l'IRM. Mais c'est une expérience techniquement compliquée à mettre au point, bref, c'est pas gagné. La mémoire dans le cerveau est facilitée lorsque l'information est distribuée dans de nombreux codes. Donc vous avez le code visuel, le code linguistique, le code phonologique de la langue parlée, et puis vous avez le code du geste d'écriture. Et les enfants qui ont le geste d'écriture, finalement, stabilisent mieux l'information dans leur cerveau. Alors c'est très bien montré, en particulier en Chine. Là, les caractères chinois étant tellement nombreux, les enfants les apprennent beaucoup sous la forme de gestes. Et c'est une source d'inquiétude en Chine actuellement. Il y a une étude très intéressante qui vient de paraître, qui montre que les enfants qui ne pratiquent plus régulièrement ce geste d'écriture, parce qu'ils tapent sur l'ordinateur, eh bien, le score de lecture de ces enfants plonge dramatiquement. Et plus ils travaillent sur l'ordinateur, plus leur score de lecture est mauvais. On en est au point où vraiment les écoles en Chine sont très inquiètes de cette situation. Alors je ne sais pas si la situation est similaire en France, mais on peut se demander, effectivement, il est sans doute très utile que pendant les premières années, les enfants pratiquent le geste d'écriture. Si l'on met en parallèle le temps de la science, de la recherche et le temps de l'économie, des forces de vente et du marketing, devinez qui va gagner la course.
Okay, so please take your iPads. L'école numérique est aujourd'hui bel et bien en marche et rien ne semble pouvoir la freiner. Avec la tablette, c'est un rattrapage à toute vitesse qui se dessine. Il faut dire que les arguments en faveur de l'objet sont nombreux. Pratique, ludique et légère, une tablette peut contenir tous les livres, parler toutes les langues et jouer de tous les instruments. Là, c'est l'heure du cours d'anglais. Et l'exercice préféré des élèves est sous forme de QCM à l'américaine. La prof, elle, n'a plus besoin de corriger de copies le soir chez elle, car grâce à son logiciel, elle suit la progression des élèves en direct. Le résultat du contrôle est instantané et les élèves adorent. Ce qui est en vert, ce sont les élèves qui ont terminé. Et ce qui est en bleu, ce sont les élèves qui n'ont pas terminé de répondre aux questions. Exactement, ça me permet de voir effectivement qu'il lui reste encore une question et ils auront eux leur score en pourcentage qui apparaîtra à la fin du test. Pour vous, c'est tout avantage. Et puis pour eux, c'est très ludique de faire un test comme celui-là. Ils en réclament. C'est vrai. Donc ils aiment bien. Voilà, ils sont contents. Ils ont leur résultat tout de suite. Objectivement, tout paraît plus simple et plus facile avec les tablettes. Mais les élèves vont-ils mieux apprendre pour autant? Au temps du règne de la mémoire externe, apprendre par cœur sert-il encore à quelque chose? J'ai bien l'intention de poser toutes ces questions au directeur. J'avais juste oublié qu'à l'école, ce n'est pas moi qui pose les questions, c'est lui. Voilà, ma question était qu'est-ce que vous en avez pensé ce matin? Alors, comme j'avais pas vraiment préparé de réponse, je me suis mise un peu à bafouiller. Mon inquiétude, c'est qu'ils passent trop de temps sur un écran. Je me dis quand même, c'est pas marrant d'être le nez sur un écran tout le temps, même si eux trouvent ça sympa. Est-ce qu'ils vont se souvenir des choses Je me souviens d'avoir copié des lignes et des lignes et des lignes. Je dis pas que c'est bien ou mal, mais je me dis juste comment c'est rentré. Les profs le disent tous, le taux d'intérêt de l'élève à la participation en cours a considérablement augmenté. En fait, ce qui a changé, je dirais, c'est qu'on a essayé, on essaie, de rendre l'élève de plus en plus acteur du cours. Et ça, effectivement, ça c'est un des changements qu'on peut noter et qui pour nous est fondamental. Pendant le cours de français, les élèves doivent faire un exposé sur Orphée, le père de la poésie, tout un programme. Évidemment, ils ont tous fait leurs courses sur Google et Wikipédia. Les plus audacieux sont quand même allés voir sur la page 2, on ne peut franchement pas leur reprocher, on fait tous ça. Ce qui apparaît clairement, c'est qu'ils connaissent le copier-coller sur le bout des doigts. Et ce qui les préoccupe le plus, c'est comment animer joliment leur présentation pour la rendre attrayante. La forme revêt ici une importance singulière. En fait, on travaille plus sur une démarche d'intelligence aujourd'hui qu'on ne l'a jamais fait par le passé. Puisque ce qui nous intéresse, c'est comment on comprend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le savoir est à disposition. Et ce serait illusoire de croire que c'est le seul enseignant qui l'apporte, puisque les élèves arrivent en classe avec des richesses de savoir qu'on n'avait peut-être pas par le passé. En revanche, on sait qu'il faut les éduquer à construire ce savoir avec des outils, et des outils qui demandent du discernement. Alors, qui veut nous passer son diaporama? J'ai une petite question. Allez-y. Madame. Par exemple, les photos qui sont projetées là, sont des photos que les enfants choisissent chez eux, en fait, ou sont des photos... Alors, sur Internet. C'est vous qui choisissez sur Internet les photos? Voilà, à partir de la tablette. Et tu demandes à tes parents, tu vois avec ton professeur? Non, tu mets l'image parce qu'elle te plaît, en fait? Je les choisis, je les trie parce qu'il y a des photos. Je prends celles qui me conviennent le mieux. Beaucoup de parents me disaient l'autre soir, je suis surpris de l'autonomie de mon enfant dès l'entrée de 6e. Quand il doit solliciter son enseignant, il n'hésite pas à lui écrire. Les barrières sont tombées sur le plan de la crainte. Elles commencent à se construire sur le plan de l'apprentissage. C'est-à-dire, j'ai besoin de vous. Voilà. Et il faut leur apprendre aussi la patience. On se voit tous les jours, il n'y a pas de souci, tu pourras me demander demain, on pourra voir ça demain. Il n'y a pas d'urgence. Voilà, il n'y a pas d'urgence. Vous préférez l'école avec iPad? Ouais, c'est les jeux de lisez. Mais parce que c'est mieux, on a moins de livres, on a moins de livres, on a moins de cartables. À ce stade, il est évident que le cartable de 8 kilos ne va pas créer beaucoup de nostalgiques. Grâce à ces tablettes, j'ai vu des collégiens aussi heureux que des jeunes enfants quand ils ouvrent leurs cadeaux de Noël. Et le maître mot est « c'est plus marrant ». Mais l'enthousiasme suscité par ces nouveaux outils suffira-t-il à résoudre les problèmes de l'école? Quoi qu'il en soit, tous les élèves de France auront bientôt une tablette, car elle s'impose aujourd'hui comme le stylo bic s'est imposé hier. Mais comme dans toute bonne histoire populaire, il faut un village gaulois pour s'opposer à l'envahisseur. Au sein d'écoles atypiques, quelques rares classes privilégiées pratiquent le no computing. Vous savez que les écoles Steiner en Californie interdisent la pénétration des médias électroniques. Or, dans les écoles Steiner, qu'y a-t-il? Les enfants de Bill Gates, ou ses petits-enfants, de tous les patrons de chez Google, de chez Facebook, etc. C'est de notoriété publique. Il y a un papier qui a circulé il y a un an ou deux là-dessus. Ouais, qui fait le tour de la planète. Voilà. Exactement. Mais qui est vrai.
Chacun fera comme il peut pour comprendre pourquoi ces grands pontes de la Silicon Valley, ceux-là même qui façonnent notre environnement numérique, inscrivent leurs enfants dans ces écoles où le numérique est banni. Ces outils seraient-ils bons pour nos enfants et pas pour les leurs? Des écoles qui pratiquent la méthode Steiner, il en existe partout dans le monde. Je me suis donc rendue dans l'une d'entre elles, en région parisienne. Ici, on résiste farouchement au rouleau compresseur numérique. Prohibés en classe, ordinateurs, tablettes et téléphones portables des élèves sont confiés à Mustapha. C'est lui le gardien de nos objets fétiches, alors mieux vaut être sympa avec lui. Là, c'est le bac à portable. À portable et avec ça, c'est la 6e classe par exemple. Ils ont des Blackberry, des De iPhones. tout, voilà. Il y a tous les Toutes les marques, voilà. Quand les élèves arrivent dans l'école, ils déposent. Ils déposent leur portable et qu'ils récupèrent une fois que le cours est terminé. Ici, au lieu de cliquer, on apprend à faire du pain, à faire du crochet, à coudre, à sculpter le bois. Bref, selon certains esprits chagrins, que des trucs qui ne servent à rien. Ce n'est pas que les professeurs ne croient pas au numérique, loin de là, mais ils estiment que l'enfance est un temps unique qui doit être consacré en priorité au développement des 5 sens dont la nature nous a dotés. Alors évidemment, des enfants au regard scotché à l'écran, vautrés sur une chaise avec juste 2 doigts en mouvement, c'est pas leur truc. C'est vrai que quand on voit ça, on se dit on est dans un autre monde, une autre époque, un ancien temps. Et c'est même pas l'école d'il y a 50 ans. On a l'impression qu'aujourd'hui les choses vont tellement vite que c'est un autre siècle. Je dirais que mon atelier, comme d'autres activités dans l'école, c'est rétro, hein, si on peut dire. Certains vont dire c'est ringard, mais je trouve que c'est rétro-futuriste. Parce qu'on amène quelque chose qui paraît ancien et qui finalement est porteur d'avenir. Le vélo, c'est ancien, n'est-ce pas? C'est rétro-futuriste. Oui. Parce que c'est la solution à beaucoup de problèmes, par exemple. Et l'atelier bois avec les enfants, le fait que les enfants puissent exercer tout leur être à faire des pièces, c'est une expérience dans leur image d'eux-mêmes, dans leur dignité, dans leur capacité de puissance. Eh bien, c'est, à mon avis, absolument futuriste pour leur vie d'adulte à venir. Ce qui fait le bonheur de vivre dans la vie, c'est de savoir quelque chose. Et de savoir faire. Savoir jouer au foot, savoir cuisiner un pot-au-feu, savoir élever ses gosses, savoir construire, savoir réparer sa voiture, ou savoir démontrer un théorème de maths, ou savoir faire de la philo, ou écrire des poèmes. Mais c'est ça qui rend heureux, parce que c'est ce qui donne la reconnaissance et le sentiment qu'on a un rapport au monde, où on participe à la construction du monde. En attendant l'avènement du rétrofuturisme, le futur de l'école peut aussi ressembler à ça. Un gigantesque terrain de jeux numériques, où les programmes s'inspireraient des jeux vidéo, où les leçons ressembleraient à des parties et où les scores remplaceraient les notes. J'en connais qui se réjouissent déjà. Alors la ludification généralisée pourra former, ou devrais-je dire formater, des élèves devenus candidats à être d'authentiques Homo sapiens numericus. Tout le monde est d'accord sur le fait que le monde est maintenant numérique, que les enfants doivent être adaptés au monde du numérique, mais à aucun moment dans leur scolarité, on ne va leur enseigner comment fonctionne ce monde numérique. Au mieux, pour l'instant, on leur apprend à interagir avec des logiciels préexistants. Il faut qu'on trouve les moyens à l'école de former les enfants à créer des outils numériques et pas seulement à les utiliser. D'accord, c'est ça pour vous qui va faire toute la différence en fait. Alors, je pense que là, en tout cas, notre école est vraiment défaillante. Et beaucoup de sociétés d'ailleurs de logiciels et aussi d'universités se plaignent que le niveau actuel des étudiants en informatique est moindre qu'il y a 20 ans. Aujourd'hui, l'interaction normale, c'est le jeu ou le surf sur Internet, qui, je pense, ne sont pas des activités qui sollicitent immensément, en tout cas, la créativité. Tous les chercheurs s'accordent à dire que moins les enfants regarderont les écrans, plus ils développeront leur imagination et leur créativité. Car les écrans contiennent en eux des histoires visuelles et sonores qui empêcheraient les enfants d'imaginer d'autres images et d'autres mondes possibles. Avec l'expansion des jeux vidéo, c'est toute la culture ludique enfantine qui est transformée.
Alors moi qui ne suis pas vraiment cliente de ces jeux, il a bien fallu que je les rencontre, ceux qui les font et les pensent, les jeux vidéo. On les appelle des développeurs et au début, je crois qu'ils m'ont pris pour une dingue. Je me demandais quel ingrédient vous mettiez dans vos scénarios, dans vos jeux, pour accrocher les gens de cette façon-là et qu'on passe autant de temps finalement sur sa console de jeu. On a un système qui est assez motivant puisque vous apprenez quelque chose, tout de suite vous en faites quelque chose, donc vous avez un résultat concret, vous avez l'impression de progresser, on vous donne des cadeaux, des rewards quand vous arrivez à faire quelque chose. À première vue, on peut trouver ça marrant, mais quand on apprend que le jeu vidéo est devenu la première industrie culturelle mondiale, d'un coup, ça calme. Des petits jusqu'aux seniors, on a l'impression que tout va devenir jeu vidéo, que je vais pouvoir apprendre. Ils m'ont vu arriver de loin, alors ils m'ont confié aux soins de leur expert, Damien. Quand il m'a vu débarquer avec mes questions sous le bras, je suis sûre qu'il s'est dit « Oh là là, je vois le genre. Des journalistes comme ça, j'en vois une tous les 5 ans. Le jeu c'est pas bien, et patati, patata. Si ça se trouve, elle préfère le tricot. Oh, il va falloir rester zen. » On est un peu en fait, on est un carrefour, nous, de deux types de compétences, qui est d'une part, on fait de l'audiovisuel traditionnel, puisqu'on fait de l'image et du son. Donc, effectivement, on est assez, je dirais, compatible avec de la télé, avec de la radio, avec de la musique. Enfin, on utilise tout ça. Et en même temps, on a une autre dimension qui est vraiment spécifique à nous, qui est l'interactivité. Toujours plus beau, toujours plus spectaculaire et réaliste. Les jeux vidéo n'ont plus rien à envier au cinéma hollywoodien, leur succès est global. Aujourd'hui en France, on consacre en moyenne 12 heures par semaine à jouer. Toutes les mères sont obligées de dire stop à un moment donné, ou tu joues de temps à temps, et puis ça déborde toujours, en fait. Le meilleur moyen pour que ce genre de choses n'arrive pas, c'est que les parents se mettent à jouer, qu'ils découvrent ce que c'est le jeu. Ça fait des joueurs en plus. Mais en plus, ça va être des super moments de convivialité pour eux, des moments partagés. Donc faut pas se faire un dogme en disant « Ah, horrible, jeu vidéo, oh, sors de là ». Je n'ai jamais joué à un jeu vidéo. Jamais de ma vie. Mais comment vous avez fait? Ah ben je sais pas, mais enfin vous savez, je vais très bien. C'est une manette de jeu. Alors faut pas avoir peur, il y a des boutons. D'accord. Vous faites gauche, et ben voilà, vous êtes arrivé tout seul, vous voyez. Allez, venez avec moi. C'est vrai que c'est pas sympa. En fait, vous voulez que je vous dise vraiment? Moi ça m'énerve, ça me... Non mais ça m'énerve. Des trucs... Enfin, je trouve que c'est... Je pense qu'après, ça doit pas faire de mal d'aller faire un peu de sport. Je sais pas, vous avez envie de danser sur quoi? Voilà. Damien, il est trop fort. C'est l'homme qui a toujours la bonne réponse positive à portée de main. Incroyable. Besoin de se défouler? Pas de problème. Damien, il sait. Alors, il m'a fait danser sur un air de Baby Girl. Et pour être franche, je dois reconnaître que je me suis bien amusée. Il suffit juste de se prendre au jeu. Bah voilà. Mais en même temps, vous voulez que je vous dise le truc qui me gêne? C'est que pendant tout le temps, j'ai quand même juste regardé un écran alors que j'aurais pu juste danser en face de vous. Eh ben oui, mais c'est ça qui change tout, parce qu'il y a plein de gens qui, en regardant les autres, voient leur propre image et les gens se moquer d'eux. Alors que là, en fait, personne ne se regarde, aucune inhibition. Et alors là, vous pouvez faire le pari. Oui. Vous mettez n'importe qui devant ce jeu, il se lève, il se met à danser. J'en doute pas une seconde. Mais bon... Eh ben, il n'y a aucun jugement. Ouais, je suis d'accord, il n'y a aucun jugement. Et donc, tout le monde danse Parce ensemble. que tout le monde regarde l'écran et personne ne regarde ce que fait l'autre, en fait. Quand je suis ridicule, il y a juste tout le monde qui me voit. Mais en gros, vous m'avez pas vu, quoi. Exactement. Et c'est pour ça que c'est surpuissant. Tellement surpuissant qu'aujourd'hui, aucun marché, aucune tranche d'âge n'échappe au secteur des jeux vidéo. Jacques a 81 ans, il a toujours rêvé de jouer au tennis, mais n'en a jamais eu l'occasion. Aujourd'hui, son rêve devient réalité grâce à l'écran. Là, vous avez l'impression de vous être dépensé, Jacques? Oui, Physiquement? oui, absolument. Ça vous fait du bien à la tête aussi? Ah oui. Alors là, ma tête est complètement vidée quand je joue. Ce mélange d'exercice physique et de jeux vidéo s'appelle officiellement Exergame. Et d'après les chercheurs, jouer à ces jeux retarderait le vieillissement cérébral des seniors. Que demander de plus? Vous avez enquêté pour savoir si la Wii améliorait ou non les capacités cognitives des personnes âgées et physiques des personnes âgées.
Oui, donc en fait, voilà, on s'est posé cette question-là parce que ça n'avait pas encore été fait. Donc le bilan, c'est que par là, oui, on s'amuse, mais derrière ça, on progresse physiquement. Et ce progrès physique entraîne des améliorations cognitives. Et c'est vraiment significatif. C'est l'attention, c'est la mémoire, la psychomotricité, la dextérité, qu'elle soit manuelle, la coordination. Il y a des améliorations entre 30 et 60% par rapport au premier score. Poussez! Et alors, à hauteur de combien de temps il faut jouer pour voir ces améliorations, en fait? Nous, on les a constatées là, au bout de 3 mois d'entraînement, à raison de 2 heures par semaine. Dans les maisons de retraite qui s'en équipent, les gens en fait se rencontrent, ils n'avaient pas l'habitude de se voir et maintenant ils viennent jouer. C'est pas juste je m'amuse, c'est aussi tiens, j'ai moins mal au dos et puis quand j'ai monté les escaliers ce matin j'étais moins essoufflée et puis c'est marrant, j'ai pas oublié ma liste de courses aujourd'hui. Enfin voilà, des petites choses comme ça. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que les gens ont accroché et ont continué de jouer. Et on lance! Aujourd'hui, ces jeux rentrent dans les maisons de retraite. Une fois par semaine, c'est avec plaisir que les pensionnaires se retrouvent pour jouer. Voilà le premier strike de la séance, super! Vous aimez bien les jeux sur l'ordinateur, là, oui, comme ça? J'aime bien les jeux. Pourquoi? Ça fait passer du temps et puis on est entre amis, quoi. Ouais. Voilà, on n'est pas tout seul. Grâce à cet équipement, Homo ludicus a pu s'extraire de son fauteuil, il s'est redressé pour se tenir debout et se mettre en mouvement. Bref, tout ça pour dire que les jeux vidéo, ce n'est plus ce que c'était. On a gagné, vainqueur, c'est nous les Bleus. Ah bon? C'est Guillaume. Madame Varnet. Très beau match. Les développeurs, ce qu'ils cherchent à faire, c'est évidemment à créer un produit qui soit un produit attractif. Et je dirais, quel que soit le contenu du produit, on ne peut pas lui reprocher de faire un produit attractif. Par contre, les conséquences d'un jeu vidéo dépendent fortement de son contenu. Laurent Bègue est professeur de psychologie sociale. Il travaille sur les rapports entre jeux vidéo, addiction et violence. Lorsque le jeu vidéo attractif traite, par exemple, de coopération, traite de coordination d'action à plusieurs, les bénéfices sont possibles dans un sens prosocial. En revanche, lorsque les contenus d'un jeu vidéo conduisent à abattre d'autres humains, à faire montre effectivement de brutalité, on peut craindre qu'il y ait des conséquences sur les comportements de ceux qui y jouent à court terme et à long terme. S'il existe bien des jeux qui me désarment, ce sont les jeux de guerre. Les first-person shooters, comme on dit dans le jargon des gamers. Et ils cartonnent. Plusieurs fois par an se tiennent des LAN parties, des grands rassemblements de joueurs venus s'affronter par équipe de 5 et se voir en vrai. Ce sont en majorité des garçons qui ont entre 20 et 30 ans, et même s'ils ont la gâchette facile, ils ont l'air plutôt gentils. C'est une détente, moi je suis un boulot qui est assez stressant, donc après derrière, le soir ça décompresse bien quoi. C'est vrai, vous faites Au lieu de quoi? tuer mes clients, je tue dans les jeux. Contrairement à ce que beaucoup de joueurs pensent, le jeu vidéo ne les détend pas. Le jeu vidéo va avoir un effet sur leur activité cardiaque, va conduire à les stresser. C'est ce qu'on a mesuré en laboratoire. Par exemple, on mesure leur stress par la fréquence qui est dans leur voix ou bien par leur activité cardiaque, et on constate que le jeu vidéo va les stresser. Alors c'est peut-être aussi ce qu'ils recherchent dans un certain sens. Ce qu'on constate également, c'est qu'au bout d'un moment, les joueurs modifient leur perception d'autrui, c'est-à-dire ils ont l'impression que les autres ont des tendances hostiles. C'est la bombe, là, je fais. Escaté encore. Ce jeu, tout le monde pense que c'est un jeu de guerre parce qu'on nous voit tirer des balles de partout. Mais c'est clair. Mais vous allez me dire que c'est pas un jeu de guerre. C'est absolument pas un jeu de guerre, c'est plus une stratégie qu'autre chose. Les parents ne comprennent pas trop. Je comprends. Ils me disent mais comment tu peux passer autant de temps sur ce jeu? Ben oui. C'est sûr que j'aurais passé autant de temps sur ce jeu que dans mes études, j'aurais un très très bon niveau, j'aurais des diplômes longs comme le bras. On a des réflexes qu'on n'aurait pas si on n'avait pas joué à ce genre de choses-là. Ce sont des réflexes effectivement visuels. Mais est-ce que du coup vous voyez mieux les choses dans la vraie vie après? Est-ce que par exemple quand vous prenez la voiture vous voyez plus loin, vous avez l'impression d'avoir étendu votre champ visuel puisque vous passez tellement de temps sur un écran comme ça? Moi j'ai plus de réflexes effectivement que si à mon avis que si je n'avais pas joué à ce genre de jeu. Oui, j'ai des réflexes visuels qui ne sont pas les mêmes. Ouais, je comprends. C'est ça. Je comprends.
Et ça dure des heures et des heures, car à l'intérieur d'un jeu vidéo, le temps se dissout et se dissocie du temps réel. Ça rappelle la théorie de la relativité d'Einstein, mais lui évoquait le temps passé à côté d'une jolie femme. Les temps changent. Il y a des recherches très intéressantes qui montrent que les enfants qui ont beaucoup joué aux jeux vidéo d'action ont des capacités de prise de décision qui sont bien meilleures que ceux qui n'ont pas joué. Ils décident plus vite sans perdre de précision. Voyez. Ils ont appris à faire attention de façon très focale aux informations pertinentes. Cette information distribuée sur la page, les digital natives, les enfants nés dans le numérique, la trouvent plus facilement. Ils ont une capacité de distribution de l'attention qui est bien meilleure que ceux qui n'ont pas eu cet entraînement. Ils captent tout de suite l'endroit, enfin le... Voilà. Et contrairement à ce qu'on pense, ils structurent l'information, ils trouvent l'information pertinente. Donc on peut penser que, évidemment, ce sont des apprentissages forts. Et c'est difficile parce que nous sommes dans une période de transition, donc il va y avoir une coévolution. Le cerveau de l'enfant et de l'adulte, d'ailleurs, s'adapte à l'outil informatique, mais en même temps, l'outil informatique ne cesse de changer. On le voit sur les pages web, il y a des conventions nouvelles qui apparaissent, qui font que l'information devient de plus en plus organisée. Elle n'est plus aussi hasardeuse qu'elle pouvait être par le passé, et notre cerveau s'adapte effectivement à cette organisation. On a l'impression d'avoir beaucoup plus d'informations, mais pas forcément d'en savoir beaucoup plus, en fait. Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire, comme d'habitude, ces outils culturels, mais c'était déjà le cas du livre, fonctionnent comme des mémoires externes. Oui. Nous n'avons plus besoin d'une mémoire interne parce que nous avons sous la main une mémoire externe dans laquelle nous pouvons retrouver l'information. Le risque, effectivement, bien qu'il ne soit pas encore tout à fait quantifié par la psychologie cognitive, mais le risque, c'est que la mémoire soit légèrement perdue, parce qu'on n'a plus besoin de faire un effort de mémoire, on a juste besoin d'aller accéder à l'information. Et il faudra voir si c'est le cas ou pas. C'est un débat qui avait déjà lieu, il faut bien le souligner, au moment de l'apprentissage de la lecture. Platon discutait de cette question. C'est donc une question qui ne date pas d'hier. À chaque fois que nous introduisons un outil culturel nouveau, nous nous demandons, est-ce que nous ne sommes pas en train de perdre des capacités? Ça vous arrive encore de prendre un livre ou pas? Un livre. BD. Bah, en dehors des livres. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Les livres de français, par exemple, qu'on nous donne. Bah, en dehors de ça, sinon... Le dernier que j'ai lu, peut-être, c'est Titeuf. Ah ouais? Ouais, des BD, quoi, comme tout le monde. Petit Astérix. Moi, je ne suis pas une digital native et je ne sais pas vous, mais j'ai de plus en plus de mal à me concentrer, à lire un livre du début à la fin, à ne pas zapper, papillonner. Difficile de m'accrocher à des descriptions littéraires qui durent des pages. Aujourd'hui, je m'aperçois que je ne lis plus comme avant, qu'en fait je capte des mots-clés, des gros titres. La lecture en profondeur me demande plus d'efforts. Elle est même devenue une lutte. Est-ce grave? C'est visiblement un problème commun à beaucoup de gens et un état partagé par Alexandre Desiznard, auteur de 2 petits bouquins sur le monde numérique. Il y a un éparpillement, qui diminue la capacité à se concentrer. Sur Internet, ça scintille et on est comme hypnotisé. Quelquefois, on a l'impression qu'on fait quelque chose. En fait, on est juste en train de... On ne sait pas trop ce qu'on a fait. Et en fait, si on se laisse attraper, il y a des gens qui ont une capacité, une sorte de volonté plus forte vis-à-vis des écrans, mais on se laisse vite dériver. Les sociologues appellent ça de l'errance numérique. Et les neurologues appellent ça la difficulté à tunneliser son attention. Il faut savoir que chez les antiques homo sapiens comme vous et moi, l'attention ne se partage pas. Sollicités à tout bout de champ entre 2 spams et 3 pop-up, nous avons de plus en plus de mal à fixer notre attention. Thierry Bacchino est psychologue cognitif et il s'intéresse de près aux problèmes d'attention générés par l'utilisation des nouvelles technologies. Son domaine d'étude concerne principalement la lecture et plus particulièrement la lecture sur Internet. Son objectif est de comprendre comment et dans quelle mesure un encart publicitaire parvient à capter l'attention d'un lecteur sans qu'il s'en aperçoive. À l'aide d'un système dénommé Eye Tracking, il peut localiser au millimètre près le point où se porte le regard du lecteur. Au programme, lecture d'un texte immédiatement suivi d'un questionnement sur sa compréhension. Ça parle de danse, voilà. Il y a plusieurs... Et comme là, je n'avais plus grand-chose à dire, et pour ne pas avoir l'air d'une courge, j'ai eu recours à une technique que je maîtrise à fond, l'art de meubler, le bavardage, bref, je me suis mise à tchatcher. Et tandis qu'il me laissait venir et m'embourber, il me souriait le regard amusé. J'avais beau me gratter les méninges, rien ou pas grand-chose ne me revenait.
Je l'avais pourtant bien lu ce texte, et du début à la fin, mais je l'avais survolé, je n'en avais pas compris le sens profond. Devant l'évidence, je passais aux aveux. J'ai pas saisi complètement le texte du début à la fin, et même sur ce qu'il voulait me transmettre comme message. En fait. Là, le thème général était effectivement la danse, et c'est l'organisation en fait d'un festival de danse. D'accord. Donc là, je pense que vous avez eu du mal effectivement à pouvoir suivre, avoir tout le fil conducteur. Ouais. Le thème général, c'est vrai que c'était simple. Là, c'était la danse, ça aurait été pareil pour le football. Oui, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit en fait, on n'a rien compris. Voilà, non. Mon œil, il est allé souvent voir la publicité ou pas? Oui, au moins 4 ou 5 fois pendant la lecture de texte. Et là, il y a quoi? Il y a 15 lignes? Ouais, c'est ça. Et chaque fois que vous êtes allé voir la publicité, c'est une interruption. C'est-à-dire que vous êtes interrompu pas parce qu'il y a du contenu sur la publicité, mais effectivement, il y a des effets visuels, il y a des... c'est en mouvement, ça clignote. Voilà, c'est ça qui attire votre attention. Et en même temps, ça interrompt votre processus de compréhension de lecture. Ah ouais, c'est clair. Et du coup, on relit 20 fois la... Pour la reprise, c'est beaucoup plus complexe. Mais c'est dingue, c'est un exercice qu'on faisait quand on était à l'école. Ouais. Du résumé de texte. Ouais. Mais j'avais pas de problème à l'école. Non mais sérieusement, aujourd'hui, c'est plus difficile pour moi, ça me demande plus d'efforts. Mais sur le livre, il n'y a pas de mail. Sur le livre, il n'y a pas de publicité qui clignote, etc. Il n'y a rien. Il n'y a vraiment que le livre qui donne une certaine stabilité. Le cerveau a besoin de cette stabilité du stimulus. Parce qu'il traite beaucoup mieux, parce que bon, il est... Et puis surtout, quand il a besoin de temps. Mais le temps du monde numérique n'est pas le temps des travailleurs dans l'entreprise. Avec Internet, une nouvelle source de stress est apparue dans le monde du travail. Elle provient d'un concept au nom étrange, le multitasking. Cet anglicisme barbare prétend que, à l'instar de l'ordinateur, le cerveau humain est capable d'accomplir plusieurs tâches en même temps. Mais contrairement au disque dur, notre cerveau, lui, est resté monotâche. Il n'a pas été mis à jour. Alors dans l'entreprise, le principal responsable de ce complot contre la concentration, c'est le mail. En moyenne, on met 2 heures par jour à traiter tous ces emails. 2 heures par jour dans les entreprises. Donc ce qui veut dire que ça représente un certain nombre de temps, un certain nombre de messages, et ça représente surtout des emails que vous a envoyés dans certains cas la personne qui est dans le même bureau que vous. Exactement. Donc, et on se rend compte que le mail en entreprise, c'est un facteur de stress. Ouais. Pourquoi? Parce que y a une espèce de sacro-sainte règle du je me protège. Donc j'écris à tout le monde. Donc j'écris à une personne et je mets 15 personnes en copie. Et puis ensuite, en partant du principe que j'ai écrit, je considère que j'ai réglé le problème ou que l'action est en cours, et en tout cas je m'en suis débarrassé. Et on constate aujourd'hui, et les salariés vous le disent, c'est que le mail les a davantage isolés finalement de leurs propres collaborateurs ou de leurs propres partenaires ou collègues dans une entreprise, et surtout à augmenter leur facteur de stress. C'est pas parce que je réponds dans le quart d'heure à mon client... Ça n'augmente pas la performance. Absolument pas, au contraire. Je veux dire, parce que ça pose un vrai problème, c'est que ça pose le problème de la réflexion. On répond dans l'urgence. Les outils informatiques ont transformé le monde du travail sans que l'on en prenne réellement conscience. Aujourd'hui, aucun secteur ne leur échappe. Chaque poste de travail dispose d'un écran. Qu'ont-ils changé ? Si l'agriculteur a gagné en efficacité, le chirurgien en précision, les contrôleurs aériens en sécurité, dans les entreprises de services, les outils numériques semblent avoir semé la confusion entre urgence et importance. Pour faire le point sur l'impact de ces outils dans l'entreprise, je suis allée voir un homme avisé, Christophe Dejour, psychiatre spécialiste de la santé mentale au travail. Car aussi pratique qu'ils soient, on peut se demander si ces outils numériques ont réellement atteint leur but, améliorer la productivité. Est-ce que finalement la productivité, ça croît ou pas ? Et là, c'est très discutable. C'est-à-dire, moi, je pense qu'effectivement, il y a, avec cette inflation du branchement sur l'informatique, j'ai beau être concentré, répondre, etc. Il y a toute une série de choses qui seraient totalement inutiles si on pouvait se parler, si on avait confiance les uns dans les autres et si on s'entendait bien. S'il y avait un esprit d'équipe, il y a plein de choses qu'on ne ferait pas. Donc, sur le plan de la productivité, ce qu'on est en train de gagner du point de vue de l'exaltation de la performance individuelle, on le perd du point de vue du collectif. Donc je ne suis pas sûr que la productivité soit meilleure. Je pense même qu'elle se dégrade dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, y compris les très grandes, et que sur cette base-là, c'est-à-dire qu'en fait ils s'épuisent, ils tiennent les gens, ils les contrôlent,
Tout le monde travaille de plus en plus, il y a des pathologies de surcharge, mais ça ne produit pas mieux. Ça produit pas mieux, c'est pas vrai, produit. Il faut le vouloir vraiment pour dire non. À 10h le mardi, on se réunit et je veux pas de smartphone, je veux pas de téléphone, personne n'a rien, on prend le temps de se parler. Mais il faut le vouloir, il faut le décider. Il faut que non seulement quelqu'un d'en haut le décide, il faut que ceux d'en bas y adhèrent, c'est-à-dire comprennent que c'est quand même beaucoup plus important et que c'est irremplaçable de pouvoir se parler. L'ironie de l'histoire, c'est qu'en fin de compte, le temps que l'on gagne grâce aux outils informatiques est de plus en plus consacré à rester collé devant un écran, qu'il soit smartphone, ordinateur ou tablette. Jamais dans l'histoire, l'homme n'avait eu autant de temps libre et pourtant, nous n'avons jamais été aussi pressés, stressés et impatients. Alors face à une consommation qui devient de plus en plus extravagante, il est l'heure de remettre un peu d'ordre dans tout ça et ça s'apprend. Alors, est-ce que vous vous rappelez ce qui va se passer aujourd'hui? On va éteindre la télé. Voilà. Quoi d'autre? Aussi, on va éteindre la Nintendo. Oui. Après, on peut éteindre l'ordinateur. Voilà. C'est pour cela que d'année en année, les écoles sont de plus en plus nombreuses à lancer le défi de 10 jours sans écran. Même si le chantier semble titanesque, il s'agit de faire prendre conscience aux parents, par l'intermédiaire des enfants, que l'on peut faire autre chose dans la vie, que d'être chacun dans son coin, absorbé par son écran, qu'il est possible de reprendre la main sur eux, de redevenir maître de son temps. Pour y arriver, le premier truc à savoir faire, c'est de les éteindre. Mais juste avant, s'il vous plaît, retrouvez-nous sur notre site internet france5.fr, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, pour poster vos commentaires et partager comme on dit aujourd'hui. C'est le ting qui rend addict. C'est qu'il a pensé à moi, je pense à lui. Et c'est constamment, et on se l'envoie, jusqu'à qu'on s'endorme sous la couette. Surtout pendant les vacances, j'ai tendance à rester dans mon lit, voilà, devant l'ordinateur, entre les films et Facebook. Et quand on se lève, on a vraiment l'impression d'être un légume, quoi. Mais c'est ça. Ne rien faire, ça peut être tout à fait agréable. C'est pas s'ennuyer forcément que de ne rien faire, bien au contraire.